Bonjour à tous et bienvenue. Merci à tous ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont avec nous en ligne pour cette dernière conférence de la semaine du Canada à la Maison de l'Expatriation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine et Diane qui vont nous parler d'HEC Montréal et d'une expérience d'une ancienne d'HEC Montréal, il me semble, pour parler énergie renouvelable, développement durable, des choses comme ça, à peu près. Voilà, je vous la laisserai développer. Un petit mot avant ça, la Maison de l'Expatriation est ouverte jusqu'au 18 juillet, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous en présentiel ou en ligne si vous voulez poser toutes vos questions concernant votre projet d'expatriation ou de retour. On sera ravis de vous accueillir et je laisse donc maintenant la parole à Catherine et Diane. Merci au Petit Journal pour cette deuxième édition de la Maison de l'Expatriation et pour l'invitation. Merci aux courageux qui ont affronté les températures chaudes pour venir nous voir là en présentiel. On est content de vous recevoir. Et merci à ceux qui nous écoutent en ligne. Je sais que vous êtes nombreux. Voilà. Donc moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Catherine Turban. Je travaille pour HEC Montréal depuis à peu près 8 ans maintenant. Je suis basée en France et je m'occupe du recrutement à l'international des étudiants donc sur l'ensemble des programmes proposés par HEC Montréal. Je suis bien accompagnée aujourd'hui. Je suis accompagnée donc de Diane Lamy, qui est donc une diplômée d'HEC Montréal, mais pas que. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, Diane ? Oui, plus expansivement par la suite, mais c'est ça. Moi, j'ai diplômé du BAA, donc baccalauréat, d'HEC Montréal en 2017, ce qui commence à faire un petit moment. Et après, j'ai cofondé avec mon associé Théo une association qui s'appelle Inspire. Donc, je vous raconterai un peu notre aventure à la recherche des nouveaux modèles de réussite pour inspirer les jeunes et les moins jeunes à trouver du sens dans leur carrière et dans leur parcours de vie. Alors, pourquoi vous êtes venus aujourd'hui ? Alors, vous nous le direz tout à l'heure. J'imagine que vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure académique, professionnelle, et puis vous souhaitez avoir une expérience à l'international, sortir des sentiers battus. Vous nous direz tout ça. À HEC Montréal, on rejoint vraiment une communauté qui a soif de connaissances. C'est 150 programmes qui sont proposés entre le premier cycle jusqu'au deuxième cycle. C'est un corps enseignant qui est vraiment dévoué à transmettre sa connaissance du savoir. Et puis une communauté étudiante, plus de 180 000 diplômés dans le monde qui rayonnent un petit peu partout. Donc on est content des résultats et où on aime bien aussi des fois propulser justement, comme c'est le cas avec Diane, les mettre en avant pour inspirer les futurs étudiants. La ville de Montréal, alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Montréal, non, ce serait une première. Si vous avez déjà visité ? Juste pour visiter des touristes. D'accord. Été, hiver ? Non, c'était l'été. Oui, c'était l'été. D'accord. Donc Montréal, une ville, oui, dynamique. C'est vraiment une ville multiculturelle. Une grande diversité de différentes communautés. C'est une ville aussi extrêmement bien placée en Amérique du Nord. Vraiment, c'est un carrefour de la francophonie. On est vraiment aussi très près des États-Unis. Une ville de festival, très festive. Le siège du Cirque du Soleil se trouve à Montréal. Beaucoup de festivals l'été, mais aussi l'hiver. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Igloo Fest, le pique-nique électronique. Voilà, c'est des festivals qui sont assez prisés des étudiants. Voilà, donc, et puis une ville quand même qui reste à taille humaine et plutôt sécure jusqu'à présent. HEC Montréal, donc école de commerce fondée en 1907, donc une des plus anciennes écoles de gestion au Canada. C'est une école en fait qui est affiliée à l'Université de Montréal et qui regroupe également Polytechnique Montréal. Donc c'est vraiment un grand complexe universitaire.
Et puis, comme je le disais, donc beaucoup de programmes proposés avec voilà, des spécialités, que ce soit en intelligence artificielle, en data, voilà. Donc, beaucoup d'expertises différentes. Au niveau du campus, c'est plutôt un campus à la nord-américaine, comme je dis souvent aux jeunes étudiants qui veulent rejoindre. On est sur plus de 14 000 étudiants, dont 3 000 à peu près étudiants internationaux. Il faut savoir qu'un étudiant sur 4 est un étudiant international. Donc, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais un petit peu du côté multiculturel. Parce que c'est vraiment là un monde international bilingue. Vous avez la possibilité, bien sûr, de parler anglais au sein de nos programmes. Sur les programmes de deuxième cycle, on a des programmes totalement en anglais aussi qui sont offerts. La vie étudiante à HEC Montréal, elle est riche, elle est dynamique. On attend des profils qui sont aussi, je dirais, assez extravertis, qui souhaitent s'impliquer, aller vers les autres. En tout cas, si vous ne l'êtes pas quand vous arrivez, parce que c'est normal, hein, surtout pour ceux qui arrivent en année préparatoire, en général, après le lycée, on vous aide à vous intégrer parce que c'est une autre culture, on est souvent loin de sa famille, c'est souvent la première expérience à l'international. Donc voilà, donc on va vous amener à penser différemment, à réagir face à différents thèmes différemment. Donc c'est aussi un plus, donc ça c'est au niveau académique, mais la vie étudiante est là aussi pour vous changer, devenir plus autonome, puis découvrir des nouveaux univers, des nouvelles passions. Vous verrez que donc on a un complexe sportif qui s'appelle le CEPSOM, qui est aussi ouvert à Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal. Si vous n'avez jamais fait du hockey, ça peut être l'occasion de tester sport un petit peu local, l'équipe des Carabins pour ceux qui s'intéressent au football, par exemple. Là, il y avait quelques articles sur les compétitions académiques, parce que souvent, je rencontre aussi des compétitions sportives ou académiques. Je rencontre des sportifs de haut niveau, mais vous allez être aussi amenés, on va vous challenger. Donc, vous pouvez participer à des compétitions. On a pas mal d'étudiants qui gagnent des prix, et puis ensuite, cela déclenche des bourses. Voilà, donc c'est toujours être intéressant. La dernière note sur HEC Montréal, c'est qu'il faut, je voulais mettre l'accent sur le côté éco-responsable, engagé. On a une direction de la transition durable, puisque aujourd'hui c'est devenu un des défis prioritaires. Donc il y a des cours en fait qui sont donnés dès notre programme du baccalauréat en administration des affaires, qui correspond au programme de bachelor, où là on essaye de vous sensibiliser à ces questions-là. Bon, Diane en parlera un petit peu plus davantage tout à l'heure, mais voilà, il y a un service qui a été ouvert avec une direction et pas mal de projets qui se déclinent sous différentes façons. On est à Montréal, donc on est au Québec. Les questions de diversité, équité, inclusion sont aussi pas prises à la légère. Il y a beaucoup de formations, de sensibilisation qui sont faites pour lutter contre le harcèlement et l'exclusion. Donc, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le milieu d'éducation aujourd'hui, que ce soit dans le niveau secondaire ou ensuite par la suite. Mais voilà, il y a beaucoup de sensibilisation, d'ateliers, de formations qui sont offertes aux étudiants pour ces questions-là. On a aussi donc un pôle entrepreneurial très important. Beaucoup de personnes que je rencontre choisissent de venir à Montréal, de venir à HEC Montréal pour justement monter sa start-up, devenir entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat a représenté à peu près 750 suivis sur cette année. Et dans ces suivis, ça représente à peu près 60% aussi de personnes féminines, parce que c'est une question qu'on me pose souvent aussi. L'entrepreneuriat, c'est pas que masculin. L'équité homme-femme est aussi un sujet qui est important au Québec.
Je vous ai mis quelques classements parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que l'école est reconnue au niveau international? Oui. On a des différentes accréditations que vous pouvez retrouver aussi ici qui font l'objet de classements. Donc, c'est des données qui sont disponibles, bien sûr, sur Internet et sur notre site. Là, je faisais juste une petite référence, toujours sur les questions de développement durable, où ça s'appelle le test Task Sully Test, qui est devenu justement un test obligatoire à passer pour les étudiants qui viennent chez nous. Justement, c'est vous tester où est-ce que vous en êtes sur vos connaissances en développement durable. Moi, j'ai fait le test il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis rendu compte que c'est assez complexe. Et voilà, sachant que je suis vraiment une débutante, mais ça fait réfléchir à plein de choses. Mais c'est assez complexe. Hein. Je ne sais pas si tu l'as passé, toi. On avait vu un extrait, mais on ne l'a pas fait en entier, non. À faire, donc. Il est proposé au début et à la fin, c'est ça? Ouais, il me semble. C'est ça, ouais. À l'entrée, au programme et à la sortie. Si vous suivez un petit peu HEC Montréal sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup donc de cette nouvelle image de marque sur résoudre en faire plus liée au développement durable. Hein, comme je disais, donc ça se décline sous la forme de la formation, la recherche, le transfert, pour mener une bonne éducation citoyenne. Les programmes. Donc, les programmes, j'ai mis les principaux qui touchent surtout le marché français. Donc, on a ce qu'on appelle le BAA, qui est le baccalauréat en administration des affaires, qui correspond à notre programme de bachelor licence, qui est offert aux étudiants qui sont en terminale, qui ont pris la spécialité maths ou maths complémentaires uniquement. Pour pouvoir rejoindre ce programme, c'est sur dossier. Il n'y a pas d'entretien à passer, il n'y a pas de concours, mais on demande une mention bien minimum au bac à la fin de l'année. On propose aussi des masters spécialisés, donc MSc. Là, donc, c'est des programmes deuxième cycle, l'équivalent d'un master, comme Master 1, Master 2 en France, sur le système français, pour pouvoir postuler la même chose sur dossier. Et là, on va vous demander une licence généraliste. Donc, on verra tout à l'heure les spécialités. Et puis, pour les personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle, qui veulent booster leur carrière, on propose une formation exécutive MBA. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de spécialisations qui sont offertes. On est surtout sur des programmes à la carte, plutôt pluridisciplinaires. Donc, on retrouve, je dirais, peut-être les basiques, école de commerce, marketing, management, économie, finance. L'entrepreneuriat, qui plaît beaucoup, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que Montréal, c'est, je dirais, the place to be pour ce secteur-là. L'intelligence d'affaires, gestion du développement durable, bien sûr qu'il y a une nouvelle spécialité offerte. Spécialité deuxième cycle, donc on retrouve à peu près les mêmes choses, sachant qu'on en a ouvert une récemment sur le management du sport. Au niveau du MBA, on est sur une formation beaucoup plus dense, basée sur 1 an, qui commence en septembre, où là, en fait, on va travailler surtout sur de l'expérientiel, sur des projets de consultation, parce que on est sur des profils un petit peu plus calibrés, des gens qui ont de l'expertise dans différents domaines. Donc les étudiants du MBA ont de la chance parce qu'on a inauguré, il n'y a pas très longtemps, un nouveau campus au centre-ville de Montréal. Pour ceux qui ont déjà visité Montréal, c'est dans le quartier des Affaires. C'est un campus tout neuf très agréable pour venir étudier et assister à des conférences. Au niveau de l'admission, donc ça, j'y vais rapidement parce qu'on en discutera de toute façon tout à l'heure si vous avez des questions spécifiques là pour les personnes qui sont en présentiel. Mais en gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au niveau du bachelor, c'est la date limite, et que ce soit le cas, c'est un peu partout pareil en Amérique du Nord, c'est en début d'année et chez nous, c'est le 15 février. Au niveau du deuxième cycle,
c'est à peu près la même chose, c'est un petit peu plus tard, on est plutôt sur le mois de mars. Et pour le MBA, il y a plusieurs sessions d'admission, mais la dernière, en tout cas, c'est en général au mois de mai. Voilà, donc quand vous réfléchissez à venir étudier chez nous, voilà, il faut comprendre que le calendrier, ça fonctionne à peu près comme ça. Pourquoi c'est si tôt dans l'année? C'est parce que, et que vous devez déposer un dossier avant vos résultats, c'est parce qu'ensuite, il faut penser au délai au niveau migratoire. Sauf bien sûr si vous êtes canadien déjà, mais si vous êtes étudiant internationaux, il y a ensuite des documents à demander, un permis d'études pour pouvoir entrer sur le territoire. Et là, donc, il y a un délai à respecter. Voilà pourquoi. Ça fonctionne comme ça. Je vous ai mis donc les frais de scolarité, sachant qu'il y a un accord pour les étudiants français entre la France et le Québec pour avoir donc un tarif particulier. Donc, les étudiants français sont avantagés par rapport aux autres internationaux. Comme je disais tout à l'heure, donc voilà les étapes pour votre projet, sachant que voilà, il y a l'immigration aussi à respecter, il y a 2 documents à récupérer, le certificat d'acceptation du Québec qui s'appelle le CAQ et le permis d'études. Bien sûr, vous êtes conseillé pour bien faire les démarches, on organise des webinaires, on organise des sessions d'information, comme c'est le cas aujourd'hui. Un petit mot sur l'international, parce que souvent les étudiants que je rencontre, ils me disent « j'ai envie de partir à l'international, je veux partir à Montréal, mais qu'est-ce que vous offrez aussi comme autre destination à l'international ?» Donc, il faut savoir que HEC Montréal propose le plus grand programme d'échange au Canada. Donc, quand je parle de programme d'échange, c'est l'équivalent qu'on a en Europe avec Erasmus, c'est-à-dire que vous partez étudier un semestre dans une université partenaire avec la spécialité que vous avez choisie. Voilà, donc le but, c'est voilà, de construire votre projet, avoir une lettre de motivation. Et puis, voilà, aller découvrir une autre culture, une autre langue. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est sélectif, mais vous avez quand même pas mal de vœux à faire. Hein. Je crois qu'il y en a une dizaine. Donc, vous allez toujours avoir un de vos vœux au final. Ça fonctionne très bien. Beaucoup d'étudiants choisissent de partir en programme d'échange. Ce n'est pas une obligation, mais ça fonctionne très bien. On a aussi des programmes de double diplôme. En général, qui fonctionne souvent où vous commencez votre cursus à HEC Montréal et vous finissez le cursus dans l'université partenaire. Comme programme de double diplôme, on a aujourd'hui comme offre, on a l'université de Bocconi en Italie, on a donc l'ESCP à Paris, on a l'université de Melbourne aussi. Donc ça, c'est plutôt sur le premier cycle, mais on a aussi des partenariats, donc EM Lyon, l'ULB, voilà. Donc ça évolue un petit peu chaque année. Donc voilà. Donc je vous ai mis, de toute façon, on vous enverra la présentation et je vous ai mis les adresses de contact si vous souhaitez développer sur ces questions-là. École d'été aussi. Qui est proposé. Et puis, ce qu'on appelle des Learning Expeditions. Alors là, c'est un peu plus différent. Souvent, c'est un public un petit peu plus âgé, où là, c'est plus aller suivre des ateliers, des conférences, des séminaires, voilà, dans une entreprise, à l'étranger. Voilà. Donc, vraiment une offre vraiment diverse, que ça va du programme d'échange, double diplôme, ou alors, je dirais presque comme des stages un petit peu spécifiques pour vous former. Donc, un grand choix sur l'international. Voilà, donc une adresse de contact assez facile à retenir, donc aide@hec.ca, et ensuite, bien sûr, c'est redirigé vers les bonnes personnes pour vous répondre. Donc, moi, je vous reviens tout de suite. Je vais laisser la parole à Diane pour qu'elle parle un petit peu de son parcours. Et puis, voilà, on va continuer comme ça. J'ai mis un petit QR code, mais on le remettra de toute façon tout à l'heure. Il y a quelques brochures là, ici, pour les personnes qui sont en présentiel. Et puis, vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux sous Activités internationales et mobilité étudiante.
Est-ce que, vu que vous êtes en comité restreint, vous voulez nous dire un peu les programmes qui vous intéressent? Peut-être à main levée, BA pour le premier cycle, ouais. Les cycles. Plus la maîtrise. La maîtrise, Enfin, le master. ok. Et il y a des MBA? Non, moi, c'est BA pour mon fils. D'accord. Ok. Évidemment. Très bien. Très bien. Du coup, je prends possession du fameux clicker. Donc, j'ai été présentée déjà par 2 fois, mais donc, je m'appelle Diane Lamy. Je suis ici en l'absence de mon associé et ami Théo, avec qui j'ai cofondé il y a 4 ans maintenant l'association Inspire, et avec qui on est parti mener une grande aventure que je vais vous expliquer par la suite. Et on est très content de collaborer avec HEC Montréal, puisque c'est notre école de cœur, dont on a diplômé en 2017, comme je le disais, du coup, pour notre cas du baccalauréat, donc du BA. On en a été ravis, et on est encore plus ravis aujourd'hui de continuer nos liens avec cette université, parce que on vient accompagner HEC aussi à infuser un peu plus ces nouveaux récits de développement durable, de monde plus juste, plus engagé. Et on essaye, nous, en partageant notre aventure, mais aussi notre expérience, de venir motiver les futures cohortes, les futurs étudiants à utiliser toutes les connaissances, les compétences qu'ils vont développer pendant leur parcours d'études pour justement les mettre au service de la construction du monde de demain. Et donc, on a un parcours un peu atypique. Et je vous demande, puisque vous êtes là, est-ce que vous pourriez deviner quel est le métier que l'on a créé avec Théo d'après cette photo? Allez-y. Hein. Faire du voyage à vélo avec des gens qui se sont intéressés par. Qui veulent aussi faire du voyage à vélo. Ouais, on a une bonne piste. Des vlogs. Des vlogs, ouais. En effet, petit indice supplémentaire derrière la caméra. Et donc, c'est un mélange de ces 2 disciplines, puisque avec Théo, on a créé un boulot qui s'appelle le slow reportage. On a trouvé ce titre au fur et à mesure de nos pérégrinations. Mais donc, on est parti pendant 3 ans parcourir le monde en mobilité douce, donc en slow travel, à vélo et à la voile. Le but était de prendre l'avion le moins possible, voire pas du tout. Et on a parcouru 2 continents, donc on est allé explorer l'Europe et par la suite l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pour aller à la rencontre d'humains inspirants, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, qui justement utilisent leurs talents et leurs compétences pour construire l'avenir à travers une palette d'industries hyper variées. On s'est intéressé aux énergies, à l'agriculture, à l'habitat, au textile et aussi aux mobilités ou à l'alimentation. Donc, on est vraiment allé fouiller assez large pour voir comment on réinvente finalement la réponse à nos besoins fondamentaux, mais en le faisant de manière durable. Et tout ça dans le but, donc, comme je le disais, d'inspirer les générations futures de nouvelles voies, de nouvelles vocations, des métiers porteurs de sens et des chemins de vie aussi épanouissants. C'est important. Donc, le lien n'est pas forcément évident avec notre école de commerce. Aux grandes dames de nos parents, nous n'avons pas suivi le parcours classique. Alors, que fait-on ici? Eh bien, justement, avec Théo, notre histoire, notre collaboration, elle a commencé de l'autre côté de l'Atlantique. Ah, il me manque une photo, mais bon, c'était sensiblement la même. On s'est rencontrés, on est tous les 2 du sud-ouest de la France, mais on s'est rencontrés à Montréal pour nos études à HEC, justement. Donc, on s'est très vite trouvés pendant les intégrations et on est devenus meilleurs potes, puis colocs et aujourd'hui associés. Mais mis à part faire le parté, comme on dit au Québec, HEC, c'est aussi l'opportunité de se mettre très vite dans une ambiance professionnelle, puisqu'on a toute une palette de possibilités dans la vie associative. Il y a vraiment une association pour tout à HEC Montréal, donc pour tous les centres d'intérêt, que ce soit la mode, le théâtre, le marketing ou la finance.
on peut très vite s'intégrer dans une association et commencer à porter des projets qui sont professionnalisants. Moi, j'ai été la première année VP, vice-présidente, c'est comme ça qu'on appelle les postes là-bas, du comité prépa. Donc, j'intégrais l'année préparatoire qui rentrait. Mais j'ai aussi eu la chance d'organiser le bal des finissants. Donc, HEC est aussi connu pour son bal de promo, puisque c'est le deuxième plus gros bal d'Amérique du Nord. Donc, on est sur un budget d'un $500 000 avec 700 participants pendant 3 jours. Donc, c'est déjà en fait des expériences professionnelles. Moi, j'ai valorisé notamment cette expérience associative beaucoup sur mes CV, puisque c'est déjà en fait un contact avec des fournisseurs, avec des partenaires. Donc, on est déjà sur le terrain en parallèle de nos études qui sont plus théoriques. Et donc, ça, c'était vraiment une chouette opportunité. Ensuite, Catherine en a parlé, mais il y a ces fameux échanges. Alors, pour nous, c'était un peu le Graal, quelle destination on va décrocher. Pour ma part, je suis partie au Chili. Je voulais apprendre, moi, à devenir trilingue, du coup. Maintenant, j'ai la chance de parler anglais, français et espagnol, notamment grâce à cette expérience-là. Théo, pour sa part, est parti à Hong Kong. Et donc, ça permet forcément de nouveau sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre de nouvelles cultures et développer nos habiletés d'adaptation, de débrouillardise et profiter quand même au passage de tous ces nouveaux endroits. On a aussi participé à de nombreux défis académiques. Catherine l'a mentionné aussi. Ici, c'était une étude de cas sur le Cirque du Soleil. Donc, en fait, il y a des entreprises qui viennent proposer des sujets à des cohortes d'étudiants. Et on va passer un week-end en rush créatif pour aller trouver des idées novatrices pour ces entreprises qui cherchent à être innovantes et plus créatives dans leur modèle d'affaires. Et des fois, il y a des stages à la clé de ces compétitions de cas ou des bourses. Ce qui est hyper chouette, c'est quand l'entreprise va vraiment recevoir les recommandations et éventuellement implanter certaines des propositions qu'on a faites. Les programmes de bourse, il y a vraiment tout un panel d'opportunités de soutien financier, que ce soit à travers le programme d'échange. On peut recevoir une bourse Passeport pour le monde à l'époque, une bourse d'implication dans la vie associative. Moi, j'ai reçu une petite somme qui m'a aidé à acheter mon premier ordinateur à l'époque pour mon engagement dans la vie associative. Donc, c'est aussi des façons de valoriser cette implication qui n'est pas rémunérée, c'est du bénévolat, mais de pouvoir le faire valoir ensuite dans des programmes de bourse. Et puis après est venu le temps de se spécialiser. À notre époque, il n'y avait pas encore cette spécialisation en transition durable, qui est un programme qui a été confectionné ces dernières années au regard de la demande et du besoin de former davantage les jeunes générations à être confrontées justement à ces enjeux-là de réchauffement climatique, de crise sociale et environnementale. Donc, il existe des doubles diplômes, des spécialisations diverses et variées, et maintenant aussi la spécialisation transition durable, qui n'existait pas à notre époque. Et donc, nous, en revenant quelques années en arrière avec Théo, on n'était pas spécialement engagés pour l'environnement et on avait un peu ces rêves de carrière qui nous avaient été infusés par nos parents, un peu par la société, aussi un peu par les modèles de réussite qu'on nous mettait de l'avant en école de commerce. Et donc, pour ma part, avec ma spécialisation marketing, je m'imaginais travailler dans une grande entreprise avec une routine un peu sortie d'une série américaine. J'irais faire mon petit footing à Central Park le matin avant d'enfiler mon tailleur sur mesure et de partir traverser la ville pour aller prendre un brief client. Et je voyagerais partout dans le monde en première classe avec ce boulot rêvé. Et force est de constater que 10 ans plus tard, tout ne s'est pas passé comme prévu. Moi, j'ai quitté le marketing et le conseil pour le documentaire. Théo, sa Porsche rêvée pour un vélo de seconde main.
Et pendant que nos potes achetaient des apparts à Londres, Madrid ou New York, nous, on a acheté cette super tente Quechua, 2 places, ultra light. Contre toute idée reçue, à la place d'entreprendre pour exploiter le vivant, nous, on a décidé d'entreprendre pour le protéger. Et aujourd'hui, on peut témoigner que notre expérience, elle vaut bien plus que le salaire du PDG de chez KPMG. J'espère qu'on n'a personne de chez KPMG, parce qu'après, on ne dénigre pas du tout. On se renseigne toujours avant Voilà. de faire la blague. Tout ça pour dire qu'après cette expérience, on s'est dit combien il faudrait nous donner pour revenir en arrière et ne pas partir, parcourir le monde à la recherche de ces nouveaux modèles d'inspiration. Et on s'est dit qu'il nous faudrait vraiment beaucoup pour nous enlever cette expérience incroyable qui a été très formatrice et inspirante, et aussi porteuse d'espoir, parce que je vais vous en partager quelques-uns, mais ces modèles-là qu'on a trouvés, on les a trouvés hyper séduisants et attrayants, et on s'est dit il suffirait de les connaître pour que les jeunes comme nous qui se posent des questions sur le sens à leur boulot et à leur vie puissent y avoir accès et s'en inspirer. Mais pour faire ce changement de cap, d'abord, il a fallu s'apercevoir que quelque chose clochait sur le chemin qu'on s'apprêtait à emprunter avec Théo, notre autoroute de la réussite, comme on aime bien l'appeler de temps en temps. Et pour ma part, cette première prise de conscience là, elle s'est passée dans le vide. Normalement, on me voit au milieu du Salar d'Uyuni. Donc, pendant mon échange au Chili, j'ai eu la chance après de faire un petit voyage en backpack solo pour aller découvrir ces nouveaux territoires. Et le Salar d'Uyuni, c'est un désert de sel entre le Chili et la Bolivie, qui est une des plus grandes merveilles du monde. Et en visitant ce désert-là, le guide, à la fin, il avait repéré qu'on avait une certaine sensibilité pour des sujets un peu intrigants, nous amène devant ce paysage-là. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Allez-y, tout est bon à prendre. Presque. En effet, tout ce qu'il y a autour, c'est du sel. Et en fait, sous le sel, et donc sous le sol du Salar d'Uyuni, on retrouve 40% des réserves mondiales de lithium. Et le lithium, on a tous aujourd'hui un petit morceau de salar dans notre poche, puisque c'est ce qu'on utilise pour développer nos batteries et donc nos téléphones. Et donc, moi, c'est un peu ma première crise existentielle. Je me dis, si je travaille, mettons, dans la révolution de la technologie et de la révolution électrique, la révolution verte, il y a de grandes chances que j'ai des implications détournées dans cette exploitation-là. Et ajouter à cette exploitation des écosystèmes vivants, l'exploitation de milliers d'enfants dans des conditions assez terribles dans les mines de cobalt au Congo. Et pour la modique somme de quelques centaines d'euros, on pourra scroller sur TikTok toute la journée. Donc maintenant, j'utilise de l'humour, mais à ce moment-là, il me reste encore 1 an à HEC. Je fais du marketing et donc je suis entraînée pour vendre toujours plus de produits à moindre coût. Et donc, j'ai un petit cas de conscience. Donc, je rentre à Montréal, je continue d'enquêter et je regarde des documentaires et je me rends compte qu'en plus de ça, ce système-là auquel je croyais et qui je pensais était le bon, je me rends compte qu'on va dans une impasse. Une impasse avec une équation très simple que je vais vous partager. Mais est-ce que vous avez entendu parler du jour du dépassement? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur une définition? C'est la période de l'année où on a consommé toutes les réserves mondiales dans des conditions qui permettent de renouveler. Exactement. Merci pour ce morceau de conférence fait à ma place. Donc, c'est ça, c'est le jour de l'année où on a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en 1 an. Et ce qui signifie qu'en fait, si on voulait répondre aux besoins actuels de l'humanité, il ne nous faudrait pas une planète, mais 1,75 en 2024. Et chaque année, ce jour-là, il avance. Donc, au 1er août 2024, on vivait à crédit sur les ressources que la planète était capable de nous fournir. Donc, une croissance infinie sur une planète aux ressources finies,
Voilà, on comprend tous qu'il y a un petit problème dans l'équation. Pour Théo, lui, ça a été une autre prise de conscience, moins par l'entrée de l'écologie, mais plutôt de la désillusion et de la quête de sens. Théo, il a fait notamment une de ses premières expériences professionnelles à Hong Kong, au 38e étage d'une tour dans le quartier des affaires, à remplir des fichiers Excel toute la sainte journée et à se rendre compte que 40 ans de plus dans un métier comme ça, c'est 80 000 heures et c'est comme repiquer 2000 fois le cours de compta. Et pour ceux qui entreront au BAA prochainement, vous verrez, il passe bien 1 an, mais ensuite, on est content de le quitter. Donc voilà, pour Théo, ça a été un peu cette réalisation de se dire ça va être long, un boulot qui ne me passionne pas pendant le reste de ma carrière. Alors, on s'est aperçu qu'on avait un constat commun, on voulait faire autre chose, mais quoi? Et à l'époque, on n'avait pas vraiment de modèle inspirant, on ne savait pas trop de quelle voie suivre, quel chemin suivre. Et donc, on a décidé d'aller les chercher. C'est comme ça que 2 jeunes diplômés d'école de commerce qui n'ont jamais fait ni du vélo, ni de la vidéo, sont partis à la conquête du monde pour aller chercher ces nouveaux modèles de réussite inspirants pour la génération. Mais on avait eu la chance de faire une école de commerce, de gestion, qui nous a permis d'avoir un projet, de le structurer comme il faut et de porter une association, mais du coup un projet entrepreneurial avant tout, de la structurer et de réussir en fait à la faire valoir auprès de partenaires. Donc on a réussi quand même la belle performance de lever une petite centaine de milliers d'euros qui nous ont permis de réaliser cette expédition pendant 3 ans. Donc de la financer, de produire du contenu en vidéo en indépendant. On avait une trentaine de sponsors qui nous ont en partie équipés, en partie financés. On avait essayé d'avoir que du matériel de seconde main ou avec des marques engagées, notamment nos vêtements de sport et nos tenues de sport, c'était une marque qui fait du recyclage de plastique pour en transformer en matériaux techniques de sport. Et on a donc parcouru 20 000 kilomètres à la force de nos jambes et de la voile quand même, un peu qui nous a porté, pour réaliser plus d'une centaine d'interviews et filmer ces témoignages pour les partager. Et ce qu'on a découvert, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ces nouvelles voies, ces nouvelles carrières, en fait, elles étaient hyper sexy. Alors, pourquoi s'en priver de les connaître et de poursuivre plutôt ces idéaux-là de cheminement? On a commencé notre expédition en France, on est parti de Montauban, puis on a remonté vers le nord de la France. Et première escale à Bordeaux, où on est allé rencontrer Laure Babin, qui est la fondatrice de Zeta, qui est la première marque de basket zéro déchet. Donc tout est réutilisé. Ils ont notamment lancé la première paire de baskets avec du marc de raisin qui est utilisé pour faire du vin. C'était le petit clin d'œil à la région bordelaise. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui cartonne. Elle a réussi une assez belle prouesse dans le milieu de la mode, puisque la fast fashion est assez conquérante également. On a continué notre route jusqu'à Paris, où on est allé filmer Max Delavallée, qui est un ancien alumni d'HEC aussi, un ancien copain de promo. Lui, il a fondé la plateforme spécialiste des créateurs et revendeurs de seconde main. Et aujourd'hui, il est aussi directeur de la chaire de mode circulaire. Et son entreprise est quand même évaluée à quelques millions d'euros. Donc, comme quoi, on peut aussi avoir un succès, disons, financier en adressant des sujets écologiques. On a filmé après ça plus d'une 50aine de projets en Europe avant de s'attaquer à la traversée de l'océan à la voile, parce qu'il a fallu traverser sans avion. On n'avait jamais mis le pied sur un bateau non plus, mais on a découvert qu'on pouvait faire du bateau stop, du voilier stop en l'occurrence. Et ça, c'est un autre bateau sur lequel on est monté, puisque c'est un projet qu'on a filmé également. C'est un voilier cargo. Il transporte des marchandises d'un bout à l'autre de l'océan, uniquement à la force du vent. Un peu plus loin, en arrivant au Mexique, on a fait la connaissance de Abel,
Abel, lui, il a fait des études en communication et il a commencé à travailler pour une grande marque concurrente de Coca-Cola qu'on ne citera pas. Et en fait, il s'est rendu compte que il utilisait toute sa créativité pour designer des bonitas basuras, donc des jolis déchets, jolies poubelles, puisque les packaging qu'il créait, qu'il designait étaient jetés après utilisation du produit. Et il s'est dit, bon, on doit pouvoir utiliser notre créativité pour faire un peu mieux que ça. Et donc, il a créé la plus grande agence de communication pour porter les voix de ceux qui n'en ont pas. Donc, aujourd'hui, il accompagne tous les plus grands mouvements sociaux d'Amérique latine, y compris Sin Maíz No Hay País. Donc, c'est le mouvement pour empêcher les semences OGM d'intégrer les champs au Mexique. Mais il a aussi accompagné tous les travailleurs de foyer, tout ce personnel qui travaille un peu au black dans les foyers mexicains pour faire la cuisine, l'entretien, le jardinage. Toutes ces personnes-là qui n'avaient pas accès à la sécurité sociale, aujourd'hui, grâce à une campagne qu'il a accompagnée, c'est plus de 200 000 personnes qui ont eu accès à la sécurité sociale. Donc voilà, des beaux projets en utilisant la communication comme un fer de lance social. On a continué notre route à travers l'Amérique centrale et puis on est arrivé en Colombie où on a fini notre expédition et on a fait la rencontre de Marcela qui a été élue parmi les 100 femmes les plus influentes au monde par la BBC. Marcela, elle était aussi dans l'administration avant. Puis elle a quitté cette carrière-là pour se consacrer à la préservation des derniers glaciers d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et donc, elle porte un projet de reforestation des écosystèmes de haute altitude qui permettent en fait de garder l'humidité, donc la fraîcheur, et de préserver tant que faire se peut les derniers glaciers qui perdurent, dont en fait toutes les populations dépendent pour avoir accès à l'eau majoritairement. Voilà son projet à Marcela. Et des profils comme ça, on en a rencontré, comme je vous le disais, une centaine dans toutes les industries, dans tous les univers. Et ça nous a prouvé qu'il y avait vraiment tout à réinventer, finalement. Ce n'est pas que des fois le développement durable semble un peu nébuleux. On se demande ce qu'on met derrière ce terme-là. Mais en fait, c'est toutes nos actions de la vie de tous les jours, toutes nos industries qui aujourd'hui ont besoin de force vive et de cerveau, d'esprit créatif pour aller porter et mener à bien des projets. Un des constats qu'on a fait aussi avec Théo, en ayant nous fait une école de gestion et de commerce, c'est que souvent, il y a des visionnaires, il y a des gens qui ont un projet, qui ont une vision, qui ont une cause à cœur, mais ils n'ont pas les compétences nécessaires pour mener à bien leur projet. Des compétences de marketing, de communication, de logistique. Et tous, le témoignage qu'ils font, c'est qu'ils auraient rêvé d'avoir dans leur équipe des jeunes formés comme nous à toutes ces disciplines-là. Et donc, on s'est dit, il y a un pont forcément à faire entre des jeunes diplômés qui cherchent du sens à leur travail et des visionnaires qui ont des projets porteurs de sens qui cherchent à avoir main forte pour mener à bien leur vision. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que finalement, avoir un métier qui défend une cause qui nous touche à nous, c'est pas seulement mieux pour la société ou pour l'environnement, c'est aussi très bon pour notre propre épanouissement et notre bonheur. Et c'est le témoignage que nous ont fait tous ces entrepreneurs à impact. Et c'est le témoignage aussi qu'on porte aujourd'hui avec Théo. Et donc, on est fiers de collaborer avec HEC puisqu'on essaye à travers différents événements de venir diffuser ces nouveaux modèles de réussite dans lesquels HEC croit, on espère. Et nous, on est convaincus que les sujets d'impact, qu'ils soient social, environnemental, ont toute leur place dans les universités de commerce, mais aussi d'ingénierie, et que plus tôt on s'y prend, mieux ça nous permet de se projeter dans un avenir où on mettra nos talents au service du monde de demain. Et vous pouvez ensuite découvrir tout ce qu'on a porté avec Inspire comme reportage
sur notre chaîne YouTube. Donc, vous serez redirigé après sur tous les contenus qu'on a créés. On a une web série qui s'appelle Des clics et des claques et qui donc partage nos plus grandes claques d'inspiration pour générer des déclics auprès du public. Et désormais, le micro est à vous, puisqu'on est là pour répondre à tout type de questions. Mais merci d'avoir écouté avec attention cette histoire. Ok. Après, on reviendra aux Ouais. questions. Ok, tu Merveilleux. t'expliques. Est-ce que je peux récupérer ton micro comme ça ils peuvent nous entendre? Oui, bien sûr. Du coup, ok. Donc, je ne sais pas si vous en avez en ligne, mais Pour, pas pour la tienne, pour l'autre, très bien. mais je Avez-vous des questions, des curiosités? Ça peut être sur n'importe quoi. Oui. Une question un peu bête, mais vous avez fait combien de pays? J'ai essayé de calculer avant de venir. Je crois qu'on en a fait 22. Voilà. Certains plus que d'autres. On a passé 6 mois au Mexique parce que en fait, chaque État du Mexique est presque un nouveau pays, quoi, et que c'est hyper long à parcourir. Puis au début, on allait encore assez vite pour des slow reporters. Et plus le projet est allé loin, et plus on a compris qu'on trouvait aussi les meilleurs sujets en s'établissant davantage dans les territoires pour rencontrer les locaux et puis trouver justement ces projets qui n'avaient pas de mise en lumière et qu'on a eu la chance d'aller filmer. Oui. Pas de question, juste un bravo, oui, un bravo parce que je trouve que vous réussissez une chose à laquelle je ne m'attendais pas tout à fait. Je savais quel était à peu près le sujet de votre intervention. Et vous réussissez une chose qui relevait a priori pour moi un peu de la gageure, qui est de donner l'impression de cohérence entre le type de voyage que vous avez fait et HEC. Ce à quoi je ne m'attendais pas, et je veux dire, vous m'avez à peu près persuadé dans votre c'est très sympa et intéressant. Merci beaucoup. On ne sera pas propagandiste, du coup, classifié propagandiste HEC. Oui. Moi, je voulais juste comprendre plus vraiment concrètement maintenant, qu'est-ce que vous faites avec Inspire, et que ce soit avec HEC Montréal ou peut-être même indépendamment, en fait. Après ce super voyage et ce super travail, en fait, maintenant, comment concrètement vous accompagnez les jeunes ou même simplement en termes de point de vue juste business, là même, comment vous gagnez votre vie avec cette association? C'est des très bonnes questions, puisque tout l'enjeu après est de montrer comment on incarne aussi ces nouvelles voies. Nous, avec Théo, on a décidé, au début, on était parti un peu tout public, notamment avec la vidéo. On voulait transformer tous les citoyens en acteurs du changement. Et puis après, on s'est dit, nous, ce qu'on connaît, c'est quand même ce public-là des étudiants de cycle supérieur. On voit, il y a tout un mouvement quand même, c'est une question générationnelle des déserteurs, des bifurqueurs qui, après leur diplôme de grandes écoles, finalement repartent à des métiers plus dans l'artisanat, etc. Nous, on pense qu'il y a vraiment un pont qui existe entre les compétences qu'on va développer dans ces universités grâce à nos diplômes et la plus-value qu'on peut ajouter à des projets porteurs de sens. On pense, voilà, comme je l'exprimais, qu'il y a vraiment un pont à faire entre des étudiants qui ont plein d'idées, plein d'envies et plein de compétences et des porteurs de projets qui galèrent un peu à visibiliser leur cause ou à faire grandir leur projet. Donc nous, on revient dans les universités en organisant des conférences, en organisant des ateliers aussi, des semaines de l'innovation. Donc on a designé des programmes aussi où on va lancer un défi auprès d'une classe et pendant une semaine, ils vont devoir développer une idée de projet impact parce que c'est aussi un sujet qu'on a à cœur, l'entrepreneuriat, avec Théo. Donc, on a développé différentes activités pour revenir à la source dans les universités et former les jeunes et ouvrir leurs horizons sur les possibilités de carrière qui se présentent à eux dans l'impact. Voilà. Et à côté de ça, moi, j'écris un livre sur ce cheminement un peu particulier qui va être un livre-outil et qui est destiné à ce que le lecteur puisse aussi se poser les questions au fur et à mesure de l'avancement du livre. Et Théo continue de travailler en partenariat avec des entreprises. Et donc,
on essaye de développer aussi éventuellement un volet pour aller inspirer, mais au cœur des entreprises. Voilà. Et on est rentré fin septembre, donc on a eu d'abord toute une phase d'atterrissage. 2024, ouais. Voilà. Et atterrir de 3 ans de nomadisme à cette nouvelle vie ancrée, c'est déjà un challenge, donc voilà. Oui. Pendant ces 3 ans, vous avez trouvé que les entreprises prenaient quand même la question de la durabilité un peu plus sérieusement, ou est-ce qu'on est toujours dans le greenwashing pour certains? Alors en plus, j'ai un avis assez particulier sur la chose parce que moi, avant de partir pour Inspire, je travaillais dans le conseil en stratégie de développement durable. Donc, je bossais dans une agence qui accompagne les entreprises à transformer leurs pratiques et leur modèle d'affaires pour être plus vertueuses. Donc, je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a des vraies volontés qui sont portées par des vrais humains, en fait, qui ont à cœur de faire évoluer leurs pratiques. Et il y a de la réglementation qui, heureusement, vient un peu accompagner ce mouvement-là. Donc, les entreprises sont obligées de se poser la question maintenant, de plus en plus. Et il y en a qui annoncent de grands changements et ne font pas la moitié des changements annoncés. Donc, forcément, c'est une opportunité business aujourd'hui pour les entreprises de se verdir, de faire du greenwashing. Mais j'ai envie de dire presque heureusement que c'est cette tendance-là qui est à la mode plutôt que l'inverse. ça fait petit à petit bouger les lignes, quoi. Pas assez vite. C'est bien ça le problème. Et c'est pour ça aussi que tous ces jeunes qui sortent d'école vont être les prochains porteurs de ces idées-là. Donc, c'est important que ce soit infusé dès les études, avant même de choisir sa spécialisation et porté par eux après. Merci Diane. On va passer à quelques questions pour HEC Montréal en général. On va prendre d'abord celle en ligne. Alors, première question, est-ce qu'en sortant du bachelor avec année de prépa 4 ans, la correspondance permet d'entrer en Master 2? Non, c'est l'équivalent d'un bachelor, comme je disais tout à l'heure, donc licence, premier cycle. Donc, vous pouvez rejoindre un master, mais ça sera Master 1. Ok. Et dans la continuité, est-ce qu'un étudiant de 3e année d'école de commerce en France, oui, après 2 ans d'année de prépa commerce, peut intégrer l'école en master? Alors, je suis perdue là. D'avoir commencé en France, oui, et d'intégrer en master à Montréal? Oui, bien sûr, oui. Si la personne est diplômée d'un bachelor, oui, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons des questions plutôt. Y a-t-il des programmes 100% anglophones? Alors, pas sur le premier cycle. Donc le baccalauréat en administration des affaires, donc ça c'est le bachelor, il est proposé en bilingue avec l'anglais, mais il ne sera pas tout en anglais. Il faut avoir un niveau intermédiaire en français de toute façon pour pouvoir rejoindre le programme. Donc non. Par contre, on a des MSc qui sont enseignés tout en anglais. Donc ça plutôt 2e cycle. Et ensuite, on a des questions plutôt logement. Est-ce que, une fois qu'on a été intégré au BAA, est-ce que c'est facile de trouver un logement? Ou comment sont les accès aux résidences universitaires et à quel coût? Oui. Alors, à partir du moment où, si on repense un petit peu, tout à l'heure quand j'ai parlé du calendrier d'admission, vous déposez votre dossier avant le 15 février de l'année en cours. Donc là, par exemple, si vous êtes en réflexion, si vous êtes en première, et vous dites, bon, l'année prochaine, je suis en terminale, donc au 15 février 2026, j'aurai déposé mon dossier pour HEC Montréal. Là, en fait, à partir de cette période-là, on va vous proposer, pour les personnes qui sont en terminale, étudiants internationaux uniquement, de rejoindre, si cela vous intéresse, notre résidence étudiante qui s'appelle la résidence d'Arlington. Vous pourrez regarder, et puis je pourrais peut-être la rajouter dans la présentation, le lien, qui est la résidence pour les étudiants d'HEC Montréal. Donc, vous avez cette possibilité-là donc, de vous inscrire à la résidence. Bien sûr,
comme je le disais, on a beaucoup d'étudiants internationaux, donc il n'y a jamais assez de place pour tout le monde. Il y a une liste d'attente. Et ce qui fait que vous vous inscrivez et si vous êtes sur liste d'attente, vous avez de toute façon une réponse en général qui tombe au moment où vous devenez admis, c'est-à-dire que au moment des résultats du baccalauréat, si vous avez la bonne mention, la mention bien, au bac, donc vous êtes admis chez nous. Si vous avez postulé pour la résidence, vous avez la chambre et tout est bon. Si jamais vous êtes sur liste d'attente, il y a toutes les personnes qui ont fait un autre choix ou les personnes qui n'ont pas la bonne mention qui vont se désister. Donc des places supplémentaires vont être proposées. Souvent, et c'est vrai que la question du logement, c'est quand même une question assez stressante pour les parents. Parce que souvent, c'est un engagement quand même sur 4 ans. C'est long. Et puis la question du logement, elle est plus qu'importante. Surtout si on n'a pas d'amis ou on n'a pas de famille sur place. Donc, on propose aux étudiants, on a un partenariat avec l'université de l'UDM, l'université de Montréal, qui peut bien sûr nous proposer des chambres chez eux. Et puis sinon, on fait appel aussi à un partenaire privé avec qui on collabore pour pouvoir proposer aussi un autre éventail aux parents. Il faut savoir aussi qu'on a un service de la communauté étudiante qui, en gros, va vous proposer des webinaires sur cette période de l'année, justement, pour vous aider à trouver un logement. Donc, et puis, il y a un groupe Facebook aussi des parents qui est offert pour les étudiants qui sont admissibles au programme, où là, il y a des petites annonces. Il y a pas mal de petites annonces d'ailleurs en ce moment parce que c'est la période où les étudiants déménagent, partent. Donc voilà, il y a plusieurs solutions possibles. En tout cas, vous êtes suivis là-dessus. Et puis, si jamais vous n'avez pas trouvé via le groupe Facebook des parents, vous n'avez pas trouvé, surtout qu'il y a beaucoup d'annonces sur Marketplace, aussi ça marche bien au Québec. Si vous n'avez pas eu la chambre en résidence, pas d'autres possibilités. Il faut savoir que pendant notre semaine d'intégration à la rentrée, au mois d'août, on organise des ateliers, je cherche un logement, on vous met en relation avec des propriétaires. Voilà, il y a vraiment un suivi qui est fait là-dessus. Donc, c'est une question importante. Il y a toujours le speed dating qui existe. Toi, tu étais passé par ça? Est-ce qu'on peut avoir le nom du groupe Facebook? On nous demande le nom du groupe Facebook. Alors, c'est vraiment très simple. C'est les parents des étudiants d'HEC Montréal. Voilà. Simplement, vous ne pouvez rejoindre le groupe que si votre enfant, si c'est un parent qui me parle, ou si vous êtes admissible au programme. Si vous n'êtes pas admissible au programme, il faudra attendre parce qu'on ne peut pas du coup prendre tout le monde. Voilà. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ton expérience? Après, moi, je reviendrai sur le budget. Ce qui se fait beaucoup... Merci. Ce qui se fait beaucoup, moi, en tout cas, c'était mon expérience à l'époque. En fait, assez vite, on va chercher des amis et donc aussi des colocs. Et donc, pendant toute la semaine d'intégration, quand on rentre à l'année préparatoire du BA, il y a des activités et notamment le fameux speed dating des colocs où on va tourner de table en table pour aller rencontrer un peu les autres copains de promo. Et ça permet de trouver des matchs potentiels pour créer une coloc. Et donc, souvent, ça marche comme ça. On arrive sur place. On rencontre des gens avec qui on va aller chercher un appartement. Et en fait, nous, tout s'était fait quasiment dans la première semaine. Ça se passait rapidement. Donc, on trouve 3 chambres, 4 chambres, 2 chambres selon ses souhaits, quoi. En utilisant le Bon Coin du Québec qui est Kijiji encore, ça existe, oui. Et Marketplace qui marche très bien. Marketplace qui marche très bien là, ces derniers temps. Au niveau du budget, le coût du logement a beaucoup augmenté à Montréal. Comme dans les grandes villes internationales. Nous, pour vous donner une idée, le coût en résidence universitaire coûte à peu près 900 $ canadiens par mois, tout compris.
Quand je dis tout compris, c'est que ça comprend la facture d'électricité, ce qui est important à prendre en compte quand même, parce que les hivers sont froids et sont quand même longs. Et puis le Wi-Fi, enfin, l'Internet qui est plus cher en Amérique du Nord qu'en France, par exemple. Donc, il faut compter à peu près ça. Alors ça, la résidence, c'est un petit peu cher. Si tu étais en colocation, toi, tu payais certainement moins. On est plus sur du 600-700 $ canadiens. Mais le coût du logement a beaucoup augmenté à Montréal. Donc, c'est vrai que c'est une question à prendre en compte dans le budget. Toujours moins cher qu'à Paris. On a une dernière question, si tu peux bien la répéter pour qu'on puisse l'entendre. Est-ce que c'est faisable d'intégrer HEC Montréal après une année de césure structurée en post-bac? Donc, sortir du bac, faire une année de césure et intégrer HEC Montréal derrière. Oui. Oui, c'est tout à fait faisable. Par contre, il faut avoir obtenu la mention bien au bac. Voilà. Et puis, je dirais, voilà, pas trop avoir oublié quand même les mathématiques, parce que voilà. Mais il y a des cours de soutien. Voilà, il y aura les cours de soutien, il y aura les cours de compta. Voilà. Non, mais oui, c'est tout à fait possible. Et dernière question avant de laisser les questions dans la salle. Pour les programmes d'échange, il faut se faire au préalable des documents précis. Par exemple, si pendant l'année BA où on fait les échanges avec les écoles, des procédures doivent être faites, est-ce que l'école aide? Alors, les programmes d'échange, ça ne se fait pas tout de suite. Ça se fait pendant la 2e année du cursus qui correspond à la 3e année si vous suivez l'année préparatoire. Donc, pendant la 1re année, vous allez avoir des présentations où vous allez déjà aussi rencontrer, il y a une foire de l'international, vous allez rencontrer les différents ambassadeurs, étudiants qui vont représenter leur université. Ça va déjà vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe, etc. Et puis ensuite, vous allez avoir des séances de présentation. On va vous dire, voilà, comment faire votre dossier pour partir. Voilà. Donc après, c'est juste à suivre. Si je me souviens bien, quand même avoir des bonnes notes les premières Alors, années. c'est sélectif, quand même. Voilà. Ceux qui bien s'étaient sûr. oubliés en première année, ils sont un peu déçus. Voilà. Donc oui, le relevé de notes, de toute façon, sera pris en compte. Mais je dirais que la personnalité aussi de la personne, savoir se vendre, savoir expliquer sa motivation, être convaincant. Non, c'est un bon exercice. Hein. C'est comme un entretien d'embauche avec voilà, autre chose à la clé, bien sûr. Mais bien sûr, on vous explique comment faire tout ça. Ouais. Est-ce que si on a des questions, on peut écrire à aide@hec.ca? Tout à fait. Voilà. On n'a donc plus de questions en ligne. On va couper le live. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que ça a répondu à vos questions. Et si jamais vous avez d'autres questions, envoyez donc un mail. Ils seront ravis de vous répondre. À bientôt. Merci. Merci.